La réplique de l'Algérie a été rapide et surtout sans concession hier. Pas de négociation avec les preneurs d'otages sur le site gazier dans le sud-ouest du pays. Au moins 30 otages tués. On n'a pas le bilan exact. Quelles sont les conséquences d'une telle opération ? L'intervention française au Mali est-elle compromise ou va-t-elle au contraire être davantage soutenue par la communauté internationale ? Faut-il aussi craindre une extension des opérations de groupes armistes, de groupes islamistes dans la région ? Pour en parler, le plaisir d'accueillir Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Bonjour Hasni Abidi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin jusqu'à 8h. Vous êtes algérien d'origine, très concerné évidemment par ce qui se passe. Cette intervention rapide, sans négociation, apparemment, de la part de l'Algérie hier, c'est un signe de volontarisme, peut-être aussi un signe d'aveuglement. Quelle est la lecture des faits que vous faites ce matin ? En disant que les autorités algériennes étaient dans une situation très peu envieuse et très délicate. Soit, bien sûr, la première option, c'est-à-dire sauver la vie des otages en négociant avec les preneurs d'otages et en acceptant leurs conditions qui sont très difficiles, soit des rançons, soit une rançon financière, soit la libération de certains terroristes dans les prisons algériennes ou ailleurs. Et l'autre danger, c'était qu'il y avait des informations comme quoi les insurgés allaient justement profiter des négociations pour probablement encore piéger ou plastifier ce site et qui serait vraiment une véritable catastrophe. Je rappelle que le site de N'Djamena, c'est environ 26 millions de mètres cubes de gaz par jour, environ 18% de la production du gaz en Algérie. La deuxième option, c'est bien entendu neutraliser le groupe armé. L'armée algérienne a préféré la deuxième option, c'est-à-dire neutraliser, mettre hors d'état de nuire de ce groupe de terroristes et même avec une facture un petit peu relativement lourde et on ne sait pas encore exactement le nombre de victimes dans les otages. Non, et visiblement, les terroristes contrôlent encore une partie du site. De facto, l'Algérie entre maintenant dans la guerre contre son gré, Hasni Abidi. Oui, elle a toujours hésité depuis le début. D'ailleurs, sa position a été saluée par Romano Prodi, le représentant des Nations Unies pour le Sahel. L'Algérie a favorisé, ou disons qu'a plaidé pour une approche plutôt de négociation. Et ensuite, c'est-à-dire une fois que l'armée malienne est prête, une fois que le gouvernement a en tout cas commencé ou commence à régler les problèmes de marginalisation, une fois que les forces de l'ECOWAS, donc ce groupe des États de l'Afrique de l'Ouest est prêt, c'est là qu'interviendrait probablement un soutien logistique de la France. Paris a vu autrement et je pense qu'elle a mis à Paris dans le fait accompli et surtout qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité, la 2058, et l'Algérie qui a toujours aussi demandé une lutte internationale contre le terrorisme ne pouvait pas en tout cas accéder à la demande de Paris d'ouvrir son espace aérien. Cela dit, je n'exclus pas ce qui est probablement certaines dissensions ou des frictions au sein même du pouvoir algérien entre le pouvoir civil probablement et le pouvoir militaire quant à l'attitude à adopter face à la demande française de soutenir son intervention au Mali. Il y a eu les révolutions arabes, il y a eu la révolution en Libye, les frappes françaises, des frontières qui cassent, si tant est qu'il y en ait eu encore dans toute cette région, où effectivement il y a quasiment plus de frontières, beaucoup d'armes en circulation, etc. L'Algérie ne s'était pas mêlée il n'y avait pas eu de révolution. Là, on va voir une Algérie dès maintenant déstabilisée, Hasni Abidi. Vous savez, quand vous prenez l'exemple, nous, ici à Genève, on se plaint depuis l'introduction de Schengen et on dit que les frontières sont devenues une passoire et les problèmes de petite criminalité sont à cause de ces frontières avec un petit bout de territoire entre la France et la Suisse. Vous imaginez, par exemple, l'Algérie qui partage environ 1400 km, la Mauritanie plus que ça, la Libye aussi. Donc il est très difficile et extrêmement difficile, je dirais même impossible, et c'est pour ça que ça m'amuse quand j'entends des responsables français dire l'Algérie nous a assuré que les frontières sont enverrouillées. Comment voulez-vous verrouiller des frontières énormes ? Aucune armée au monde ne peut faire ce travail. Oui, les révolutions et probablement la militarisation de la révolte libyenne avec le nombre extrêmement important des armes déjà à disposition des Libyens sous Kadhafi, mais aussi à la suite bien sûr de soutien militaire de la France et d'autres pays du Golfe. Évidemment, ces armes-là, une partie de ces armes ont fini dans des mains des insurgés, donc ceux qui combattent aujourd'hui les démocraties occidentales et d'autres pays relativement stables comme l'Algérie, le Mali et d'autres pays africains. De nombreuses entreprises étrangères sont présentes en Algérie, notamment actives dans ce secteur pétrolier, dans ce secteur gazier. Il y avait des Scandinaves, des Britanniques, etc. Ces pays vont se mêler de cette guerre, selon vous, dès maintenant, Hasni Abidi ?
Non, d'abord, les réactions sont très, à mon avis, des réactions normales de la part des pays occidentaux qui sont aussi confrontés à leur opinion publique. Par exemple, les Britanniques, les Français, les Norvégiens, cela dit, ne peuvent pas aller au-delà, en tout cas, de cette inquiétude ou probablement de dire leur souci quant à la vie de leurs otages. Mais on sait qu'il y a des milliers de ressortissants étrangers qui sont soit sur les sites gaziers ou les sites pétroliers, et même dans le nord. Nous avons beaucoup de sociétés, même des sociétés suisses, qui opèrent sur le territoire algérien. Donc évidemment, cette prise donc d'otages et l'assaut de l'armée algérienne qui ne s'est pas encore terminé, évidemment, il va encore repositionner à la fois la position de l'Algérie et la position des pays européens et même les Américains qui jusque-là, franchement, sont très hésitants quant à l'engagement ferme dans la guerre que mène la France au Mali. Donc je pense que ce qui s'est passé à Ain Abinas est une opportunité, en tout cas, pour les Français de convaincre et de mobiliser davantage, parce que seuls, ils ne parviendront pas. Dans la presse élémanique, nous pouvons lire, Maurice Doukas, ce matin, que ces mouvements djihadistes ne sont djihadistes finalement que sur le papier. Djihadiste le jour et contrebandier la nuit, la Neue-Zürcher Zeitung nous parle ce matin de Mokhtar Belmokhtar, qui est plus un gangster qu'un djihadiste. Il s'agit de cet Algérien qui est le preneur d'otages, un homme qui a même été destitué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, un homme qui a participé à la guerre civile en Algérie aux côtés du groupe islamique armé. Il a ensuite rejoint le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Il vit manifestement en rançonnant les personnes qui transitent dans le Sahara et le Sahel. Il a participé par exemple à la prise d'otage il y a 2 ans de 2 Français dans le Sahel. Mais Mokhtar Belmokhtar a aussi été une source à d'autres sources de revenus comme la contrebande de drogue, de cigarettes et d'armes qui viennent principalement de Libye, et il serait à la tête de 200 hommes. Avec son opération, écrit la NZZ, il a au moins réussi à tirer la couverture à lui au détriment de la concurrence qui est Al-Qaïda au Maghreb islamique. En fait, ce sont des mafieux du désert, rien à voir avec des djihadistes et des croyants, Hasni Abidi. Absolument, absolument. On a affaire à des véritables criminels, des délinquants qui, bien sûr, par exemple, le parcours de Mokhtar est un peu singulier parce que l'homme a fait la guerre en Afghanistan alors qu'il était jeune, embrigadé par des Saoudiens et ensuite, bien sûr, au Pakistan jusqu'à arriver en Afghanistan et aussi avec les talibans. Mais on peut dire vraiment que le Sud, où les opérations menées par ces groupes terroristes, ont servait vraiment d'abord à financer la guerre des autres islamistes en Algérie, souvenez-vous. C'est-à-dire les Belmokhtar et les autres groupes djihadistes, c'était les véritables banquiers des groupes armés. Je parle bien sûr de GSPC avant qu'ils deviennent l'Al-Qaïda Maghreb islamique, le groupe salafiste pour la prédication et le combat en Algérie. Et ensuite, il est devenu presque une multinationale. Évidemment, il y a un trafic de tout genre, de cigarettes, mais surtout d'armes entre les pays africains et bien sûr l'Algérie. Et le djihad, pour eux, c'est un argument religieux, idéologique, à la fois pour mobiliser donc du nouveau adhérents et en même temps pour l'opinion publique. Absolument, c'est un label, et en même temps pour dire, d'ailleurs, la adhésion à Al-Qaïda, c'était plutôt quelque chose de marketing pour dire nous sommes une grande organisation, et d'ailleurs ça leur a permis une médiatisation de rêve. Oui, le mot djihad, c'est aussi du marketing, c'est intéressant ce que vous dites, Hasni Abidi. On peut faire le parallèle avec les islamistes du Nord Mali. Il y a des liens avec ce Mokhtar Belmokhtar. Oui, alors évidemment les autres groupes non, parce que comme vous savez, la situation au Mali, c'est une situation un petit peu difficile depuis 10 années. Oui, il y a des problèmes économiques et sociaux et aussi d'ordre politique entre bien sûr les Touaregs et le gouvernement central qui n'a jamais vraiment pris en charge les inquiétudes des Touaregs, mais aussi des habitants du Nord. Donc il y a une exclusion qui a duré des années et des années, et on se demande pourquoi la communauté internationale et surtout la France, quand même le pays qui a une influence, l'ancienne colonie, le pays colonisateur de cette région-là, n'a pas réagi un peu plus tôt pour régler ces problèmes
en amont. On intervient seulement quand il y a le feu, mais là, c'est très difficile. Donc, Belmokhtar, évidemment, a été exclu, juste pour faire vite, d'un groupe très important sanguinaire, c'est bien sûr l'AQMI. Et il a créé un autre groupe qui s'appelle Ceux qui signent avec le sang, ou les hommes voilés, pour montrer qu'il est toujours là, qu'il fallait compter aussi avec lui. Mais on ne peut pas dire, par exemple, que le Ansar Dine, qui est le pendant salafiste du mouvement Touareg, qui s'est scindé en mouvement laïque et un mouvement religieux, plus le Mujaou qui est encore spécialiste dans la prise d'otages et le monnaillage. Mais là, si vous permettez, c'est-à-dire qu'on a fait des précédents très fâcheux, c'est-à-dire qu'on a permis à des pays occidentaux, via des intermédiaires, de payer des rançons pour libérer, rappelez-vous, les Espagnols qui travaillent pour Repsol et d'autres otages. Et évidemment, ça a permis à financer les opérations de ces groupes et c'est devenu un président. Ce qui est un précédent dangereux, ce qui explique d'ailleurs la volonté algérienne hier d'en finir avec ce groupe, c'est parce qu'ils ne veulent surtout pas faire un appel d'air ou encourager d'autres groupes à faire la même chose que ce qui s'est passé à Ain Aminas.